Bonjour, bienvenue dans ce webinaire organisé au CREPS de Toulouse dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique et organisé par le rectorat de l'Académie de Toulouse. Je suis Olivier Janzac, je suis le chef de la Maison de la Performance Sportive ici au CREPS de Toulouse. Aujourd'hui, dans ce webinaire, j'accueille Marie-Françoise Ossé et Nicolas Roquier, donc IA et PREPS auprès de l'Académie de Toulouse, et qui vont interroger donc nos deux invités, Yann Jason, qui a réalisé les Jeux olympiques en rugby à 7 féminin, et Grégoire Biraud, qui a performé avec une médaille de bronze en para-aviron. Les questions posées seront celles des lycéens des établissements labellisés Génération 2024 et partenaires de cet événement. Et nous allons parler de la place des femmes dans le sport, de l'évolution des pratiques et des nouvelles formes de pratiques, de l'inclusion, de l'engagement paralympique et de la participation aux Jeux. Voilà, je vous remercie de suivre ce webinaire et je vous propose de commencer par la thématique des femmes dans le sport. Aujourd'hui, la question sur le haut niveau et sur l'héritage des Olympiques, c'est comment on arrive à transformer cette pratique des jeunes filles qui pourraient s'orienter vers la haute performance. Et, une petite anecdote, mais j'ai été entraîneur de l'équipe de France de rugby, il y a 13 cette fois-ci, pendant 7 ans, et j'ai fait 2 Coupes du Monde. Je pense que les premières fois, nous n'étions pas du tout prêts. Moi, en tant qu'entraîneur masculin, je n'étais pas du tout prêt à accompagner des jeunes femmes sur les questions de période, sur les questions de fuite urinaire, de grossesse. Et en fait, c'était des choses dont on n'osait pas parler, en fait. C'était passé sous silence et c'était... voilà. Aujourd'hui, sur le CREPS de Toulouse, on travaille avec un gynécologue qui vient une fois par mois et qui, pour l'instant, libère la parole et surtout forme les entraîneurs. Il y a des choses à faire dans les pratiques sportives aujourd'hui quand on voit, par exemple, certaines joueuses de volley qui n'osaient pas boire avant l'entraînement de peur de devoir demander à l'entraîneur d'aller aux toilettes pendant l'entraînement. Donc, en fait, déshydratation, risque de blessure et contre-performance, en fait. Et le staff qui était essentiellement masculin, il n'y avait aucune raison à ce qu'ils soient réticents à ça. C'est juste qu'ils n'étaient pas formés ni informés à ça. Et donc aujourd'hui, on a réalisé des études où on mesure l'hydratation des jeunes filles, etc. Et on permet aux coachs de faire des pauses pour pouvoir aller aux toilettes et pour qu'elles puissent s'hydrater correctement. Voilà. Plein de choses, vous avez parlé, Yann, tu as parlé de la grossesse, mais voilà, même dans la pratique courante, il y a des choses qu'on peut mettre en place parce que ne serait-ce que les fuites urinaires concernent les jeunes filles. On a une image que c'est à partir d'un certain âge. Non, certaines jeunes filles sont confrontées à ça et je pense que s'il y a aujourd'hui des lycéens qui nous écoutent, je pense que ce qui est important, c'est de dédramatiser ces problématiques et surtout d'en parler, en fait, parce que ce ne sont pas des problématiques, c'est lié à la pratique des femmes dans le sport. Tout à fait. Merci. On va passer sur une autre thématique. Très bien. Alors, pour passer à la prochaine thématique, merci beaucoup Nicolas. Nous allons accueillir Marie-Françoise Ossé qui va se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Marie-Françoise Ossé, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en éducation physique et sportive comme mon collègue. Voilà. Je te laisse lancer la prochaine thématique. Alors, la prochaine thématique sur laquelle nous allons échanger est celle des pratiques sportives et de leur évolution et les nouvelles formes de pratiques. Et la première question, c'est peut-être un peu en continuité avec la précédente thématique. Est-ce que vous avez perçu, vous, une évolution depuis que vous êtes sportif de haut niveau dans la pratique que vous faites au quotidien, pratique sportive? Alors, moi, j'ai perçu une évolution. Alors, ça fait pas longtemps que je suis dans le monde du haut niveau, j'ai que 22 ans, mais surtout d'un point de vue, j'ai envie de dire, data. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des montres connectées, il y a des bracelets connectés, il y a des bagues connectées. Je sais que c'est pas mal la mode en ce moment chez les sportifs de haut niveau. Je pense que c'est intéressant d'utiliser toutes ces données, ces datas. Par contre, il ne faut pas non plus trop être dedans parce que ça peut être très compliqué de trop interpréter et de pouvoir mal interpréter. On ne sait pas encore totalement la fiabilité, le recul qu'on a derrière. Donc, faut voir avec le temps comment on peut interpréter ces choses-là. Mais moi, aujourd'hui, ça m'arrive d'utiliser ce genre d'outils. Merci. Et vous? Nous, l'évolution, c'est surtout faite grâce aux moyens que les fédérations ont pu mettre. C'est vrai qu'avant, en tout cas le rugby, c'était très...
Enfin, les filles, par exemple, elles devaient se changer dans le vestiaire des arbitres parce qu'il n'y avait pas de vestiaire pour les filles. En tout cas, parce que quand on est jeune, avant les cadettes, donc avant les moins de 18 ans, c'est du rugby mixte. Et du coup, c'était très compliqué d'avoir son propre vestiaire parce que finalement, il y avait peu de féminines. Donc maintenant, il y a toujours un vestiaire pour les filles. Il y a des arbitres, il y a beaucoup plus d'arbitres femmes aussi. Pareil, j'en reviens au data où nous, du coup, on l'utilise beaucoup, beaucoup plus. Voire depuis qu'on est en équipe de France au moins de 20 ans, même maintenant dans les structures Pôle France. En club, maintenant, on a la chance d'avoir des GPS aussi. Mais nous, c'est quelque chose on a beaucoup plus de recul, nous, là-dessus, où vraiment ça permet en tout cas au staff, de regarder si on était dans les intensités qu'eux avaient estimées. Et puis même nous, ça nous permet avec le temps de voir si on a progressé par exemple en vitesse, si on se dépasse beaucoup plus, donc du coup si on a un peu plus en VMA. C'est quelque chose sur nous, on est beaucoup focalisé là-dessus. Et pour nous, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions même en championnat de rugby tout court, pas qu'à la Fédé, où on voit que même les clubs sont en train de se structurer. Moi, j'ai la chance d'être au Stade Toulousain, où du coup c'est quand même une grande structure du rugby pour le coup, où du coup nous maintenant on a la chance de se entraîner en journée, parce qu'il faut savoir que sinon on s'entraînait le soir, du coup après tout le monde, donc c'était souvent des horaires comme 19h, 22h. Mais là, c'était très compliqué parce qu'on rentre le soir, il faut absolument qu'on se fasse à manger, qu'on mange. Le lendemain, souvent, il y a cours, donc rendez-vous à 8h dans les amphis. Et c'est vrai que c'était compliqué. Et maintenant, ça permet aux étudiantes ou aux filles qui travaillent maintenant de pouvoir avoir, de plus avoir cette charge mentale de devoir se coucher tard, se réveiller tôt. Donc franchement, on est satisfaite. Mais on aimerait quand même que le rugby, ça avance beaucoup plus vite aussi. Est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, de data que vous pouvez utiliser, par exemple, dans l'aviron? Dans l'aviron, on est un sport d'endurance, hein, pour remettre le contexte. Il faut savoir qu'on utilise les watts, comme le cyclisme, maintenant la course à pied. Je pense que dans le rugby, il doit y avoir aussi ce genre de données. Nous, on l'utilise comme une intensité de mesure qui peut être liée à l'intensité. On utilise aussi la fréquence cardiaque derrière pour donner nos zones d'entraînement. Mais maintenant, on arrive à équiper nos bateaux de capteurs de puissance. C'est rare, mais ça commence à arriver, à se démocratiser. Donc, on va de plus en plus travailler vers les watts. Et donc, pour travailler directement la puissance, qui est synonyme de vitesse, généralement en aviron. Et je sais qu'en aviron, vous faites pas mal d'ergomètres. Comment ce travail est mené en lien avec... Alors, mais justement, l'ergomètre, bateau. c'est le capteur de puissance par excellence, dans le sens où ça ne parle qu'en watts. C'est-à-dire que la puissance détermine notre vitesse. Il faut savoir que sur la période hivernale, donc là où on fait le plus gros du volume d'entraînement, on fait beaucoup d'ergomètres. Pour la plupart des rameurs, c'est la bête noire des rameurs. C'était ma bête noire avant parce que forcément, on n'a pas les sensations qu'on a sur l'eau. Et c'est purement l'effort physiologique qui prime en ergomètre. Donc forcément, c'est pas, on parlait de plaisir tout à l'heure, mais c'est pas quelque chose de la plus fun. Parce que voilà, on se met désolé du terme, mais on se met misère sur la machine, quoi. Mais par contre, quand on sait le bienfait que ça a, du coup, de se développer physiologiquement pour notre discipline sur l'eau, c'est un outil extrêmement important dans notre sport. Et donc du coup, forcément, la data, ça a modifié les staffs, tout ce qui gravite autour du sportif. Et pour ceux qui nous écoutent et qui se dirigent peut-être avec des métiers du sport, qu'est-ce que ça a changé dans la relation entraîneur-entraîné, l'apparition de la data, pour vous? Et comment, en fait, parce que vous récupérez de la donnée, comment elle est transmise, comment elle est utilisée, à quelle fin, par quel membre du staff? Souvent, c'est les préparateurs physiques enfin nous en tout cas c'était comme ça avant, c'est les préparateurs physiques qui en parlaient directement avec les entraîneurs. Les entraîneurs potentiellement nous parlaient directement pour nous dire bah voilà comment tu vas parce que là tu as l'air moins en forme ou autre. Ou sinon, enfin maintenant avec l'évolution surtout, parce qu'avant surtout quand on a commencé à l'utiliser, c'est là où je te rejoins, fallait pas tout le temps regarder le GPS parce que en fonction de si on est à l'aile, donc du coup sur les extrémités du terrain, ou si on est milieu de terrain, on ne fait pas du tout les mêmes efforts. Et du coup, ça équivaut à des fois les ailières, finalement, elles n'ont pas de ballon, donc elles n'ont pas à sprinter, elles n'ont pas à courir. Et on leur dit, tu as fait un mauvais entraînement. C'est là que potentiellement non, parce que si elles avaient un sprint à faire, elles l'ont fait très bien. Et du coup, c'est là où il faut faut vraiment additionner du coup tout ce qu'il y a à l'entraînement, donc avec les datas, et tout ce qu'il y a aussi sur la vidéo. Et c'est là où ça a été plus compliqué aussi. Et maintenant, c'est vraiment le staff terrain qui nous dit, qui eux regardent vraiment avec la vidéo, qui me disent bah en vrai, tu as fait un bon entraînement, là, tu n'avais pas forcément à courir. Ça ne sert à rien d'en faire plus ou autre.
On va peut-être visionner du coup un extrait vidéo qui va illustrer nos propos. Et comment utilisez-vous les datas dans l'accompagnement de l'optimisation de la performance? Alors nous, on les utilise dans diverses situations. Bon, la plupart du temps, c'est pour l'optimisation de la performance. En fait, ici, on a un laboratoire avec tout un système d'analyse du mouvement qui nous permet de récolter tout un tas de données sur la gestuelle des sportifs, les niveaux de force qu'ils exercent, les niveaux de puissance. Par exemple, on peut, chez un sportif, faire des tests aussi en salle de musculation, voir s'il a un déficit sur la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Voilà, on identifie certains points qui peuvent être aussi alarmants dans un but aussi de... Il y a l'optimisation de la performance, mais il y a aussi un aspect prévention de blessures en fait là-dedans. Voilà, grosso modo, à peu près comment on les utilise. Après, il y a plein d'applications différentes, mais globalement, c'est ça qu'on fait. Accompagnateur scientifique ici au CREPS à Toulouse, donc en fait son boulot c'est d'être à l'écoute des entraîneurs et des sportifs et de voir un peu comment la technologie pourrait répondre parfois à certaines préoccupations des entraîneurs. Donc il va travailler sur la prise d'informations visuelles, la quantification de charges, donc tout ce genre d'aspects. On change de thématique ? De thématique, Très bien. et on va aller sur la thématique de l'inclusion, de l'engagement paralympique et la participation aux Jeux Olympiques. Donc la première question, c'est effectivement, pensez-vous que le sport féminin, le sport paralympique et le sport sont sur le même pied d'égalité? Je te laisse commencer avec le sport féminin. Ça avance, mais je pense qu'on n'est quand même toujours pas sur un même pied d'égalité. La preuve, que ce soit les résultats dans n'importe quelle compétition, le nombre de licenciés dans n'importe quelle compétition, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Après, ce qui était bien, en tout cas pour la délégation française aux Jeux de Paris, c'est qu'il y avait presque un 50-50 au niveau de le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Donc on voit que ça progresse quand même. Mais je pense que ça dépend des sports, ça dépend des fédérations pour ce qui est d'équilibre. D'un point de vue de handicap, je vais pouvoir parler pour moi. Alors il faut savoir que je ne suis pas non plus la personne la mieux placée dans le sens où j'ai un handicap invisible. Il faut savoir quand même que les handicaps invisibles aujourd'hui ça représente 80% des populations qui possèdent des handicaps, donc c'est quand même une grande majorité. Forcément dans la vie de tous les jours, moi je ne suis pas gêné, je peux conduire, je peux bouger librement. Par contre, moi je vois une différence une différence forcément entre sportifs olympiques et paralympiques, mais je pense qu'elle est liée aussi à la densité. On ne va pas se leurrer aujourd'hui. Il y a quand même plus de densité, donc plus de niveau dans le sport olympique que paralympique. C'est tout simplement dû au fait qu'il y a plus de personnes qui sont valides qu'en situation de handicap, qui pratiquent du sport. Mais c'est en train de se gommer petit à petit, hein, notamment dans ma discipline. Nous, les écarts se resserrent. On l'a vu avec ma course, ça se joue à 6 centièmes. Et je pense que petit à petit, on est en train d'arriver presque au niveau des valides dans ce qui est de l'accompagnement du sport. Je pense qu'aujourd'hui, l'Agence nationale du sport, les CREPS et tout gèrent à la même échelle les sportifs olympiques et paralympiques. Et je pense que c'est très bien et il faut continuer comme ça. Et au niveau de la médiatisation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que... Ça évolue. En vrai, ça évolue et c'est ce qui vraiment nous fait du bien à nous, les sportives, surtout amatrices. Mais c'est vrai que des fois, je dirais qu'on est peut-être trop impatiente parce qu'au final, il y a beaucoup de choses derrière avant qu'on soit médiatisé, avant qu'on fasse un peu de bruit aussi autour de nous. Des fois, même si on ne perfe pas, enfin, si on n'a pas de performance, si l'équipe ne performe pas, au final, ça ralentit aussi le processus. Donc, c'est vraiment tout un travail qui doit faire en amont. Il faut que ce soit les équipes, il faut que ce soit les joueuses, il faut que ce soit aussi qu'on soit autour aussi des bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est un peu le haut tableau, mais qui des fois mettent un peu des bâtons dans les roues pour certaines pratiques. Donc, on est contente parce que ça progresse. Là, on a la chance de passer, nous, maintenant sur Canal+, donc sur la chaîne où tout le monde regarde le top 14. Souvent, c'est avant les matchs ou après les matchs, donc du coup, c'est encore mieux. Parce que même les gens qui viennent au stade ont envie de nous voir. Et puis même quand... Moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir... par
par exemple, un enfant qui est venu, enfin, qui a carrément envoyé une lettre au Stade Toulousain pour demander un autographe. Moi, j'étais surprise et agréablement contente que du coup, maintenant, les gens aussi s'intéressent à nous. Donc, on sent que ça progresse, que ça vit. Et on n'a qu'une hâte, c'est qu'on soit presque tous sur le même pied d'égalité. Et dans l'aviron, Alors, moi, j'allais dire pas de chance parce que je suis pas le sport le plus médiatisé, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent l'aviron. Mais je te rejoins en disant que ça évolue aussi, au même niveau, sport paralympique, sport olympique et l'aviron. Et je pense qu'il ne faut pas être trop pressé. On veut que ça soit tout de suite au même niveau. Mais il faut laisser le temps, forcément, de découvrir les disciplines, de découvrir les sports paralympiques. Moi, j'ai la chance donc dans l'aviron d'avoir des courses sur les championnats du monde, des courses handi, donc para, mélangées avec les courses valides. C'est-à-dire qu'on profite sur un championnat du monde de l'affluence des gens qui vont regarder l'aviron valide pour regarder le para. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis voilà, il ne faut pas être trop pressé, il faut laisser le temps et un jour, on y arrivera peut-être. Je te le souhaite. Merci pour vos témoignages. Alors au moins, c'est des chiffres, hein, mais ici sur le Krebs de Toulouse, pour préparer donc ce webinaire, on a regardé les chiffres en fait, sur les 15 dernières années. En fait, en 2010, sur les 150 sportifs qu'il y avait ici, il y avait 100 garçons, 50 filles. Et aujourd'hui, on a 200 sportifs, 15 ans plus tard, et on a environ 104 filles et 96 garçons. Donc on a un petit peu plus de filles qui pratiquent du sport de haut niveau dans l'établissement. Donc ça, c'est les indicateurs qui pour nous sont importants, qui montrent en tout cas l'accès à la pratique. Concernant l'inclusion et sur le paralympisme, ça change doucement. Je pense que quelque chose dont nous, on doit encore progresser, et essentiellement les installations sportives, c'est l'accessibilité. En fait, et ne serait-ce que d'avoir des rampes, des outils dans les salles de musculation avec des poignées adaptés aux différents types de handicaps. Et encore une fois, ce qu'on remarque nous, c'est que le principal frein, hein, c'est surtout les choses dont on ne dit pas. C'est-à-dire, c'est d'avoir des toilettes à proximité. Parce que certaines personnes qui sont sur fauteuil roulant ont des problèmes d'incontinence urinaire, etc. Et ce genre de choses sont souvent passées un peu à côté. On s'occupe de la rampe, que le fauteuil puisse passer, etc. Mais c'est tous les détails de pratique en fait, qui permettent à ces sportifs en situation de handicap de pouvoir s'épanouir en fait, dans leur pratique. Donc on a encore du travail à faire, même si je pense que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les politiques publiques vont dans le sens d'améliorer les choses. Peut-être une dernière question concernant comment vous avez vécu ces Jeux Olympiques quand même. Voilà, ça a été un événement extraordinaire. C'est vrai, c'était incroyable. Pour ma part, c'était les premiers. J'avais fait les JO universitaires, mais ça, c'est pas du tout la même chose, même si, en plus, aux JO universitaires, on rencontre beaucoup de sportifs de la délégation française qui ont déjà fait ou qui vont préparer des Jeux Olympiques. Et c'est exactement la même chose pour les autres nations. En fait, ils amènent leurs sportifs pour qu'ils apprennent un peu à se confronter aux meilleurs aussi sportifs et aussi à ce que ça peut donner en termes d'ambiance. Et pour le coup, d'avoir vécu les Jeux à Paris en plus, c'était quelque chose de fabuleux. Je retiendrai vraiment le Stade de France parce qu'avoir rempli 66 000 places pour du rugby féminin, ça s'est jamais vu. Même on est au-dessus du 15, alors moi ça me enfin j'en ai encore des étoiles et tout, mais franchement c'était incroyable. J'aurais jamais pensé vivre ces émotions-là, avoir autant de personnes derrière soi. Enfin même si le résultat n'y était pas, je regarde, enfin avec le recul surtout, parce que c'était dur à encaisser quand on est deuxième mondial surtout, mais c'était waouh. Franchement, à part waouh, j'ai pas de mots qui me viennent. Donc j'imagine même pas quand on gagne une médaille. Ce que ça peut être. Ah et en plus, comme je viens d'une petite discipline, alors il n'y avait pas 66 000 personnes pour me regarder. Je fais de l'aviron quand même, mais on avait quand même 15 000 personnes et à notre échelle, c'est extraordinaire. Et d'autant plus que nous, c'était essentiellement des épreuves paralympiques, donc c'était les Jeux paralympiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude d'avoir l'affluence de l'aviron valide. Et aujourd'hui, hier du coup, on avait quand même presque 15 000 personnes pour regarder de l'aviron paralympique. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'aviron paralympique, donc ça c'est exceptionnel. Et de manière générale, les Jeux en France, forcément la médaille c'est quelque chose d'exceptionnel et on a pu le fêter au Club France et tout ça. Mais juste l'engouement qu'on a vu autour du sport français, c'est incroyable. Et j'espère qu'il continuera d'augmenter parce que pour moi le sport c'est la meilleure des thérapies. Ben, merci beaucoup pour vos témoignages.
Merci aussi à tous les lycéens et tous les professeurs qui ont préparé les questions, les thématiques. Ça nous a été très utile pour construire ce webinaire qui, j'espère, aura répondu en tout cas à vos attentes. Grégoire et Ayane, merci encore pour votre participation. Bonne chance pour la suite de votre parcours parce que je pense qu'il est loin d'être fini et je vous le souhaite. Voilà. Donc c'était vraiment le webinaire donc, de la semaine olympique paralympique sur le thème de la rencontre de sportifs d'exception. Vous nous avez nourri d'éclairage, d'expériences terrain et c'était très appréciable. Vous avez mis encore des étoiles dans les yeux. Exactement. Et merci aux collègues inspecteurs qui nous ont permis aussi de réaliser ça. Et voilà, ici au Krebs à Toulouse, dans lequel on a accueilli ce webinaire. Est-ce que peut-être Nicolas, tu veux te joindre au dernier remerciement ou en tout cas un dernier mot peut-être? Alors oui, mais, tout simplement vous remercier vraiment chaleureusement pour votre présence aujourd'hui, de nous avoir fait part des retours d'expérience parce que c'est très important pour nous de voir quelle est vraiment la vie d'un sportif de haut niveau. L'exigence du haut niveau, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde d'apprécier. Et merci pour vos témoignages parce que c'est vraiment très riche pour nous et pour tous ces jeunes là qui sont de l'autre côté de l'écran et qui travaillent régulièrement à la fois pour être de meilleurs sportifs au quotidien, s'appuyer sur le sport de haut niveau, mais également pour être en tout cas les plus performants possibles dans le cadre de leur réussite scolaire. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et merci au Krebs pour nous avoir accueillis également dans vos locaux et franchement, on a un très très beau plateau, donc merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.